vous avez été sélectionnée et à l'issue justement de Miss Albi. Et comment ça s'est passé? Avec Miss Albi? Avec Miss Guinée. Ah, avec Miss Guinée. Oui. Alors là, l'aventure Miss Guinée était vraiment, vraiment très, très costaud. Oui. On annonce officiellement Aïssatou Diobo Diallo comme candidate. Déjà, j'étais officiellement candidate depuis le début de tout ça, mais en fait, on ne l'avait pas annoncé au grand public. Et du coup, quand on l'annonce, ça crie à gauche, ça clame à droite, ça critique par-ci, ça félicite par-là, ça craint par-ci, mais bon voilà, moi j'ai persisté parce que je savais pourquoi j'étais là et c'était compréhensible parce que du coup je pense que Miss Guinée de notre époque était venue avec une nouvelle ère, surtout l'ère digitale. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'organiser Miss Guinée, mais ce n'était pas beaucoup digital. Enfin, c'était pas trop sur les réseaux sociaux comme pour cette période-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'étaient vraiment pas imprégnés de ce que c'est Miss Guinée. On entend seulement. Et du coup, c'était pour leur première fois de découvrir. Donc, ils savaient pas forcément c'était quoi les règles, comment ça marche. Donc, chacun, franchement, jugeait les choses en fonction de comment il voit. Donc, je pense que tout ça, ça a eu des répercussions et tout. Mais ça va, on s'en est sorti de l'aventure bien plus fort. Et c'est ça le plus important. Super. Et quel a été votre plus beau souvenir de cette aventure? C'est difficile à dire quel a été exactement mon plus beau souvenir de l'aventure parce que je pense que, je le dis toujours, chaque moment de mon aventure avec Miss Guinée a été vraiment très très important pour moi parce que chaque petit pas que j'ai pu faire là-bas m'a mené vers le titre de deuxième dauphine. À commencer par d'abord la candidature, les campagnes, et les activités qu'on menait autour pour la com. Après, on est venu avec l'internat, les répétitions, qu'on travaillait sur nos pitchs, nos projets et tout ça. Et au-delà de tout ça, les relations qu'on a pu créer avec d'autres filles. Moi, par exemple, c'était ma toute nouvelle fois de rester dans un environnement complètement étranger. Moi, j'avais l'habitude de partir en vacances quand j'étais petite, mais c'est vraiment... J'appelle même pas ça partir en vacances puisque je quittais chez ma mère pour partir chez mon père. C'est pas, voilà, c'est chez moi pour chez moi. Mais vraiment un mois avec des gens que je connaissais pas du tout et que je devais supporter avec qui, voilà. Je devais être vraiment, parce que c'était l'esprit de compétition, ça faisait aussi partie le savoir-être, le savoir-vivre, comment on était entre nous, le comportement. Donc chacune devait vraiment se tenir à carreau et tout ça. Moi, je pense que d'ailleurs ça a été la plus belle expérience que j'ai vécue avec Miss Guinée, c'était surtout l'internat. Donc, ce petit moment-là où ma seule famille, ces 30 jours où ma famille, c'était vraiment les autres candidates. On ne voyait personne d'autre qu'elle. C'est vrai que voilà, vous êtes là, vous êtes des candidates, mais quand même, vous vous entraidez entre vous et de façon plus ou moins loyale comme on le peut. Et vous étiez combien en stand dans la chambre? On était 20... oui. On était en tout 24 candidates et on avait des appartements, ça dépend. Moi, par exemple, dans l'appartement où on était 2 par chambre. Et du coup, c'est un appartement de 3 chambres. Donc, on avait le plus grand appartement. On était 6 dans l'appart. Par contre, de l'autre côté, il y avait des apparts où il y avait 2, 3 lits. Donc, dans les apparts où il y avait 3 lits, je pouvais retrouver 3 filles. Ça dépendait. En fait, on tissait des liens avec les 24, mais plus avec celles avec qui on partageait les chambres. Pas forcément, parce que nous, par exemple, là où on était, vu qu'on était 6 et on était vraiment mélangés, franchement, et nous, on avait, il y avait 2 appartements qui avaient des salons, donc les autres, c'était des chambres. Donc, les filles, elles quittaient leurs apparts pour venir dans notre salon. C'est comme ça. Donc, en fait, c'était vraiment, vraiment pas clos. Tout comme nous aussi, on quittait nos apparts pour partir dans leur chambre. Et de toute façon, on était rarement dans les apparts. On était tout le temps soit en formation, soit on est en immersion quelque part, soit on est dans des activités, soit on a de la visite, mais franchement, on était presque ensemble que la nuit. Les dames là ne nous laissaient pas de répit du tout. Chaque 1 seconde, tu vois dans le groupe, les filles, descendez. Mais franchement, c'est alors, on va aller sur vos difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors du concours Miss Guinée?
Moi, je pense que la principale difficulté que j'ai surtout rencontrée, c'était la compréhension des gens. Parce que du coup, moi, avant de faire Miss Guinée, j'étais activiste droits de l'homme. C'est vrai que comme je pouvais, j'étais membre de plusieurs ONG de jeunesse et tout ça, à part la lutte de l'albinisme et tout, même dans mon club, au sein de mon lycée et tout ça, je faisais des activités humanitaires, surtout côté droits de l'homme. Mais après, avec Miss Guinée, j'ai vu que en fait, tout ce que j'ai pu faire jusque-là avait été mis à l'eau parce qu'on me voyait différemment de celle que j'étais carrément. Donc, avec Miss Guinée, je n'étais pas seulement là pour compétir, bref, pour avoir la couronne. C'était un peu une façon de redéfinir carrément mon identité. Comme si j'avais quelque chose à prouver désormais, comme si j'avais quelque chose à sauver même, carrément. Tu vois, donc moi, en fait, c'était surtout ça la difficulté que j'ai eue parce que à chaque fois que je menais une activité avec Miss Guinée, c'était pas seulement pour communiquer autour de ma candidature, mais autour de mes valeurs à moi-même. Parce que du coup, on me voyait comme la personne qui est venue avec de la triche, on me voyait comme celle qui se contentait, voilà, celle qui se contentait de sa vulnérabilité pour se faire, je sais pas quoi, pour avoir des choses que je n'ai pas eues jusque-là. Voilà. Donc, c'était surtout ça, moi. À chaque fois, je devais surtout me battre pour me réaffirmer. Et ça, franchement, jusque-là, je ne peux même pas dire que j'ai complètement réussi. Super. Alors, en tant que deuxième dauphine, comment vous avez vécu le moment de l'annonce? Deuxième dauphine, Aïssatou Djoumo Diallo. Ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je pense que durant ce moment, j'étais la seule à être vraiment très, très heureuse dans la salle. Et je comprends toujours pas pourquoi. Moi, en fait, c'est vrai que, ouais, on a compétit, c'est pour gagner et tout ça. Et, on dit deuxième dauphine, j'entends le numéro 24. Je dis, what? Ça m'a fait un boom dans mon cœur. Il y avait quelque chose de lourd, je sais pas, un mélange, je sais même pas, d'honneur, de fierté, j'avais même l'impression de trembler, en fait. Mais en fait, j'étais tout sauf triste ou énervée. Parce que moi, sincèrement, je voyais trop ça comme une victoire. Deuxième dauphine, c'est pas rien. C'est pas rien. On était quand même, bien sûr. Il y avait d'abord, c'était au niveau national. Il y a eu beaucoup de filles qui n'ont même pas eu droit au casting. Après, il y a certaines qui sont passées au casting, qui ne sont pas allées aux présélections. Aux présélections, on a enlevé d'autres. Et je suis venue jusqu'au niveau national. Après, finir dans le top 12, après finir dans le top 5 et dans le top 3. Wow! Je me disais, c'est extra. En fait, ça passait tellement vite dans ma tête, mais en fait, voilà, je pense que j'étais vraiment la seule sur le coup, là, à être heureuse du résultat. C'est avec vos parents, les personnes qui vous entourent, forcément, qui vous coachent, hein, donc vous n'êtes pas seule, bien sûr. Non, avec vos fans. Mais c'est justement ce qui me choque. Parce que même mes parents, les personnes qui m'entourent, tout le monde était énervé dans je me rappelle, ma mère, quand elle est montée sur scène pour me faire un câlin, la dame, elle souriait même pas. Elle voulait plus, ça, hein? J'ai vu des gens pleurer là-bas. Non, c'est pas possible. À l'époque, l'organisateur de Albi Beauty, je l'ai croisé dehors lorsqu'on faisait la photo de famille. Mais laisse tomber. Ça criait. Je vois des gens pour me dire, Astou, s'il te plaît, dis à telle fille de se calmer. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous tristes? Mais je comprends. Moi, c'est après, quand je suis allée le soir et tout ça, parce que j'étais éclatée, c'est le lendemain quand je suis allée sur les réseaux sociaux. J'ai suivi et tout, j'ai compris pourquoi les gens, j'ai vu des vidéos, des gens contestaient le résultat. Mais moi, franchement, pour moi, deuxième dauphine, première dauphine ou Miss, c'est qu'une question de titre. Le plus important, c'est de vraiment donner le meilleur de soi. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ce titre a changé dans votre vie au quotidien depuis votre élection, jusque maintenant? Ouais. Alors, je peux vraiment fièrement dire que Aïssatou Djoumo Diallo avant Miss Guinée, Aïssatou Djoumo Diallo pendant Miss Guinée et Aïssatou Djoumo Diallo après Miss Guinée font 3 personnes différentes. Super. On sera ravis donc de savoir ces 3 personnes. Ouais, c'est vrai que de base, je reste moi, mais c'est avec des pas de plus. Avec Miss Guinée, j'ai d'abord eu surtout une grande audience, une grande visibilité, donc forcément qui m'a permis d'avoir d'autres opportunités dont j'ai pu profiter durant le mandat, et d'autres qui continuent jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que durant le mandat, j'avais un rôle
Donc, c'était quelque part plus un personnage, malgré que le personnage soit basé sur la personne. Mais là, en fait, c'est plus moi. Mais je sais que ce que je peux faire aujourd'hui est plus que ce que je pouvais faire avant. J'ai grandi en maturité, en relation, en expérience, en compétences. Enfin, je peux même pas vous citer le nombre de portes le nombre d'opportunités que ça a pu ouvrir, même si entre griffes, je n'ai pas pu tout saisir parce que on ne peut pas tout saisir aussi, il faut trier, il faut savoir trier. Mais franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir été deuxième dauphine. Donc, justement, vous parliez des opportunités. Quelles sont, entre autres, les opportunités que vous avez eues après, parce qu'on veut savoir un peu tous ces privilèges que vous avez eus en tant que deuxième dauphine. Est-ce que vous avez joui de tout ça? Évidemment. Alors moi, parce que je pense que c'est ce qui effrayait tout le monde. Les gens pensaient que, wesh, la gagnante, c'est la Miss. C'est tout. En fait, ce qu'on voyait sur le champ, c'était les lots qu'on avait à gagner. Donc, ce qu'on donnait sur le champ, alors qu'en réalité, c'était pas ça. Toutes les candidates, c'est même pas que le trio, toutes les candidates ont eu de la visibilité et cette visibilité-là pouvait apporter des opportunités pour tout le monde. Je pense que dans votre présentation, par exemple, vous avez parlé de Miss Global. Donc, Miss Global, c'était pas une première édition, mais c'était la première fois que la Guinée participe à Miss Global. Donc, qu'on parte porter la cause de l'albinisme à Miss Guinée, c'est une chose. Mais qu'on aille le porter entre le Vietnam ou le Cambodge, dans une compétition où il y a plus de 80 pays, je pense que c'était déjà un grand pas de plus. Bien sûr. Sur l'image de la Guinée. Mais c'est parce que c'était même plus moi, c'était plus les personnes atteintes d'albinisme, c'était maintenant une question de Guinée à l'international. Donc à part ça, moi, c'est vrai que aussi dans nos lots, il y a eu comment j'appelle nos projets d'entreprise qui ont été financés par financement bancaire. D'accord. Et alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai pu le réaliser comme je l'avais annoncé sur scène. Ma parapharmacie fixe, enfin la première parapharmacie fixe, elle est déjà ouverte depuis août dernier. Après ça, j'ai pu aussi créer ma fondation humanitaire et Didi Foundation. Donc cette fois-ci, qui ne n'œuvre pas que pour les personnes atteintes d'albinisme, mais les communautés, enfin les couches vulnérables en général, et aussi pour des questions de femmes et de jeunesse. Et à part ça, moi j'ai eu l'occasion d'être une ambassadrice de plein d'événements que j'ai pu représenter. J'ai pu faire assez d'activités, j'ai pu faire assez de choses qui me passionnent. Et en fait c'est tout un quotidien que j'ai pu vivre. Et franchement, c'était juste incroyable. Super. Alors, sur vos engagements, on sait que vous êtes très engagé pour la cause, justement, de l'albinisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus depuis que vous avez mis sur table vos projets? Qu'est-ce qu'il y en a? Quels sont les apports que vous avez fait dans ce domaine? Bon, personnellement, j'ai rejoint ma première ONG. C'était une ONG de personnes atteintes d'albinisme, l'UB, enfin à l'époque c'était UBAG, ça a changé de nom. Donc moi j'étais membre de l'ONG et en fait toutes les activités qu'on faisait c'était en synergie avec les autres ONG de promotion de personnes atteintes d'albinisme. Donc je n'ai pas eu à date d'activité personnelle que j'ai pu faire directement avec des personnes atteintes d'albinisme, bien qu'avec ma fondation, parfois quand on fait des activités, on inclut des enfants atteints d'albinisme, mais c'est surtout avec un brassage qu'on fait avec des enfants de d'autres couches, des handicapés et des orphelins surtout. Donc, je n'ai pas encore fait concrètement une activité spécifique aux personnes atteintes d'albinisme parce que moi, je pense que c'est vrai que l'albinisme, ça compte, il y a du chemin à faire, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que à ce stade, je ne peux plus me permettre de me de rester focus que sur la cause des personnes atteintes d'albinisme. Pas parce que ça n'en vaut pas la peine, pas parce que j'ai dépassé le stade, non, mais parce que c'est aussi une autre façon de faire passer le message. C'est pas parce que je suis atteinte d'albinisme qu'il faut en parler à chaque fois. Voilà. C'est pas parce que je le suis que forcément mes passions et mes ambitions doivent coller à ça. C'est pas parce que je suis personne atteinte d'albinisme que si je dois faire de l'activisme ou de l'humanitaire, c'est que ça va sortir comme une victimisation un peu, Oui, mais en fait, c'est une façon de changer le regard sur l'albinisme. Parce que généralement,
les personnes atteintes d'albinisme, on s'entraide entre nous Ouais, et on reste soudés contre le monde. Alors que nous-mêmes, on peut aider les autres. c'est ça, Parce qu'on est des personnes ordinaires, c'est ça. comme les autres. Donc, on n'est pas là que pour recevoir de l'aide. On peut aussi faire quelque chose pour eux. Donc, c'est pas, je sais pas, c'est une autre façon, en fait, voilà, de un peu casser le mythe qu'il y a en ce moment. Super. Vous avez décliné une invitation à participer en tant que porte-parole et ambassadrice à un projet socio-culturel en lien avec l'albinisme prévu à Montréal, au Canada. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, parler de ça, c'est comment ça s'appelle? Le Festiram. Si j'ai bonne mémoire. Je pense que ça a été d'ailleurs la première opportunité qui est venue après Miss Guinée. Bon, alors, le Festiram existait avant même que Miss Guinée ne vienne. Là, vraiment, je rentre c'est la première fois que je parle de ça, genre, vraiment de façon publique parce que je voulais pas. Ça a existé avant Miss Guinée. Et donc, j'étais au courant de l'organisation de ça parce que justement, j'avais eu à travailler avec quelques initiateurs du festival, du Festiram en question, dont je vais taire le nom. Et le festival avait une première ambassadrice qui était atteinte d'albinisme. Une fille que je connais pas, j'ai juste vu une publication sur les réseaux sociaux et tout ça. Et très franchement, je vais pas vous cacher que ça m'a quand même touchée. Je me suis dit, mais attends, j'étais au courant de ce projet et tout, on m'en avait parlé, on m'a expliqué que oui, je pouvais travailler avec eux pour être ambassadrice comme ça. Pourquoi on me saute pour aller trouver une autre personne? Mais après, je me dis, bon, peut-être que tu ne réponds pas aux critères dont ils ont besoin. Mais je n'ai pas voulu le garder avec moi-même. J'ai quand même partagé avec un des initiateurs. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on m'a zappé. Il me dit, non, ne t'en fais pas. C'est c'est la première fois qu'on associe le projet humanitaire pour scolariser tant de personnes atteintes d'albinisme. Donc, on ne veut pas t'utiliser pour cette première fois. Donc, ça va venir après. Je lui dis, ok. Et du coup, après Miss Guinée, je vois une photo publiée de moi, nouvelle ambassadrice du Festiram. Je dis, non, mais c'est pas possible. Ça sentait carrément de l'opportunisme. Parce que j'étais là avant Miss Guinée. On m'a sauté pour prendre quelqu'un. Pourquoi après Miss Guinée, on se retourne vers moi? Donc déjà, ça, c'était de mon côté où ça bloquait. Et de l'autre côté, ils n'ont pas suivi les procédures. Parce que désormais, avec Miss Guinée, j'avais un contrat. Donc c'est toujours comme ça, durant le mandat. Et du coup, eux, ça veut dire que s'ils devaient utiliser mon image pour leur événement, ils devaient passer forcément par le nouveau comité de Miss Guinée. Chose qu'ils n'ont pas faite parce qu'ils avaient des différends entre eux. Donc, voilà. Donc, ils se sont basés d'un accord qu'ils avaient avec le comité d'organisation d'Albi Beauty, puisque j'étais déjà Albi Beauty. Alors que Miss Guinée, en fait, chapeautait Albi Beauty. Donc, de base, c'est à Miss Guinée directement avec qui ils devaient négocier, mais choses qu'ils n'ont pas fait parce qu'il y avait des différends entre eux, vous voyez. Donc, c'est pour ça que de temps à autre, il y a le comité Albi Beauty qui défendait bien sûr ses engagements parce que c'est avec ce comité-là qu'ils avaient fait. Et de l'autre côté, il y a le Comisgi qui était là pour démentir, pour dire non, on n'a pas fait. Et moi, j'ai des prises au piège au milieu. Mais et je pense que je n'ai pas vraiment, très sincèrement, je n'ai pas posé d'actes concrets pour réellement être ambassadrice de ce grand projet parce que personnellement, je trouvais que c'était de l'opportunisme pur et dur. Parce que j'étais là, roi. Pourquoi on m'a pas pris? On me connaissait, on m'a sauté, on a pris quelqu'un. Pourquoi après on revient? C'est bien quand même pour nos valeurs et tout. C'est bien. Alors, aviez-vous déjà, on parlait tout à l'heure de projets sur l'albinisme. Est-ce que vous avez des initiatives sociales à venir? Oui, bien sûr. Aussi parce que actuellement, toutes les activités qu'on mène, c'est au sein de la fondation. On a des activités qui touchent aussi, c'est des activités de couches vulnérables, donc des enfants démunis, mais qui touchent aussi la cause de l'albinisme, qui sont en cours d'exécution. Pas en cours d'exécution, en attente de financement. On espère que ça va bouger avant la fin de l'année, en tout cas. D'accord. Alors, sur votre participation à Miss Global, justement, comment s'est passée votre expérience? Ouais. Parce que chaque compétition a son expérience. Assez réalité. Miss Global,
c'est la cousine de Miss Guinée, Guinée. quoi. Même père, même mère. Même père, même mère, mais dans des milieux différents. Différent, justement. Mais sauf que, différemment à Miss Guinée, quand je suis venue où il y avait des gens qui critiquaient, quand je suis allée à Miss Global, par contre, ça clamait. On disait, bon, ça semblait être un ouf de soulagement pour ceux qui étaient déçus que je ne sois pas la Miss, même si, quelque part, ce n'était pas vraiment lié à ça. Enfin, c'est pas parce que j'ai pas été la Miss qu'on a décidé de m'amener à Miss Global. C'était pas pour soulager, c'était des conditions de critères. Donc, Miss Global, c'était quand même 3 semaines de galère. Je vous fais pas dire. Déjà, moi, je l'avoue, c'était pas ma toute première fois de quitter l'Afrique. C'est vrai que j'étais déjà sortie de la Guinée et tout ça. Mais c'était ma première fois de quitter l'Afrique. Et ça fait, pour des questions d'organisation interne, moi, je suis allée en retard. Donc, les autres avaient déjà commencé la compétition, dans une autre ville. Donc, ils étaient déjà au Cambodge. Donc, moi, je suis allée directement au Vietnam. Mon tout premier voyage à l'extérieur, il m'a fait au moins 3 jours de route. Oh. Non, je vous fais pas dire. C'est là que la galère, elle commence parce que du coup, moi, j'arrive au Vietnam. Je trouve que l'équipe organisatrice de Miss Global n'est pas encore arrivée au Vietnam. Oh. Ils sont au Cambodge. Donc, d'abord, j'ai dû aller à mon hôtel en taxi. Dans une ville que je connais pas, où les gens ne parlent que j'ai du vietnamien, ils parlent même pas anglais. Wow. Après, je suis là, je me dis, ok, moi, mon anglais, il est pas trop fort, mais moi, je parle mieux anglais qu'eux. Donc, j'étais carrément là à gesticuler. Je gesticule parce que du coup, je n'avais pas de SIM. Et ça fait, tu n'as pas le wifi dans tous les endroits. Donc, je me suis quand même démerdée à aller, à trouver un hôtel, à me rester dans mon hôtel là-bas, à attendre que les autres arrivent. Je vais pas rentrer dans tous les détails qui sont venus avec parce que la fatigue, en même temps, la pression du côté de la Guinée, avec le décalage horaire, il faut communiquer. La nuit là-bas, c'est la journée d'ici. Il y a carrément 10 heures entre nous. Donc, je m'assois là-bas, il est 2 heures du matin, alors qu'ici, c'est le soir. Mais c'est à 2 heures de là-bas que je dois faire mon réel parce que c'est pour ceux d'ici que je dois faire des réels. Justement. Donc, ça a vraiment été très, 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 très dense, très hard. Et surtout que avec quand on a commencé les activités et tout ça, non, laisse tomber. Vous êtes debout à 5 heures du mat. Il faut te préparer parce que le petit-déj, c'est vers 7 heures. À partir de 7h30, c'est fermé. 8 heures pile, au plus tard, 8h30, tout le monde dans les bus. Vous sortez. Vous allez faire le tour de toutes les villes. Après, vous rentrez le soir. Après, il faut attendre le dîner collectif. Tous les jours, on rentrait ou plutôt à 23 heures pour ressortir pour nous réveiller le lendemain à 5 heures. Wow. Donc vraiment, après moi je me sentais un peu dépaysée quand même. C'est vrai que je suis pas tombée malade, mais tout était différent. Tout, côté nourriture et tout ça, c'était un peu déstabilisant, mais ça faisait aussi partie de l'aventure. Et franchement, moi j'ai pris la peine de savourer chaque petit instant avec Miss Global, même si à un moment j'ai eu à trébucher sur des escaliers dans un amphithéâtre lors d'une de nos séances de répétition. Donc je me suis foulé la cheville sur des talons de je sais même plus ça 1 mètre combien, des talons super hauts en tout cas avec lesquels je devais défiler à la finale. Et du coup ça s'est fait à la veille de la présélection. Ce que je vous dis là. À la veille de la présélection. La pression de ça. Après on m'amène ça s'est fait un matin, on m'amène à l'hosto et tout ça. Et vu qu'il y avait le décalage horaire, moi, je n'arrivais même pas à joindre quelqu'un en Guinée ici pour régler ma situation à l'hôpital. Parce que ici, tout le monde dormait. Mais j'étais là. J'ai fait au moins 5 à 6 heures à l'hôpital avant de réussir à joindre le commissariat pour essayer de discuter avec les médecins et savoir qu'est-ce qu'il en est. Après, on a fait une IRM. Ouais. C'est ça. IRM du pied. Et puis, ils ont détecté un relâchement de nerfs. Oh. Oui. Donc, le monsieur me fout un garrot. Après, il me dit, madame, il vous faut minimum 2 semaines assises. Si vous essayez de vous lever, ne serait-ce que pour marcher sans chaussures, vous avez eu beaucoup de chance avec la chute que vous avez faite, que vous n'ayez pas eu de fracture, parce que c'était au niveau d'une articulation. Donc, ça pouvait pas directement se déboîter. Par contre, si vous forcez la situation, c'est pas... Il m'a montré à l'intérieur... Mais les blancs savent tellement faire tellement. Après, je dis quoi? Après, il y avait qu'une représentante de MGO, de Miss Global là-bas. Je dis à la dame, je dis, please, ne parlez pas de ça à quelqu'un.
D'accord? Ce qu'on s'est dit ici, là. Quand on rentre, dites à tout le monde que c'est, oui, dites à tout le monde que c'est pas grave, que c'est rien. Parce que moi, je peux pas faire tout ce chemin, quitter la Guinée jusqu'ici, pour ne pas défiler demain. Ouais. Même si c'est la dernière chose que mon pied va faire de ma vie, même si après ça, là, je vais rester sur le fauteuil roulant, c'est pas grave. Mais demain, je peux pas rester au lit. Là. Dans ma tête, ça passait pas. Ouais. La dame me dit, non, it's for your health. Je dis, I'm okay. Tout va bien. Elle dit, OK. Difficilement, elle a accepté. Elle se dit, bon, d'accord, je te donne cette journée-là jusqu'à demain. Demain, ne répète pas, puisque la compétition, c'est le soir. Repose-toi. Donc, moi, je n'ai plus vu aucune candidate, ni aucun organisateur jusqu'au lendemain. Après, à la présélection, je me suis habillée. Je fais des efforts et tout ça. Je peux même pas vous dire douleur de ça. Je vais m'arrêter, on fait la queue. Un sourire. Oui, un sourire très forcé. Tu vois, tu sais que le sourire est forcé. Je m'arrête et tout ça. Ouais. Tu sais, on fait l'appel pour être sûr que tout le monde est là. Ouais. Et du coup, chaque fille porte le dossard de son pays. Donc moi, on m'appelait Guinée, en mode Guinée. Après, on appelle. Greece était devant moi. Ghana. Tout d'un coup, on dit Guinée. Je dis here. En mode, je suis là. Ouais. Non, mais il faut voir. Toutes les filles se sont retournées. Oh, Guinea's here! À moi, on a enfin de ces nouvelles, la fille. Je me suis dit, wesh. Tout le monde, à chaque fois, le gars me dit, can you walk? Je dis, I can. Il dit, go. Je fais ça. Je marche. Come. Je reviens. Go again. Ils voulaient vraiment être sûrs que non, je vais pas tomber sur scène parce qu'ils se disaient que ça allait leur créer des complications juridiques après. Mais moi, fallait voir comment je masquais ça sur mon visage. Après, il me dit, tu n'es pas obligé de mettre des talons. Donc, c'est que la scène où j'avais une robe mini, où j'ai mis des talons, sinon où j'étais en bikini, que j'ai mis des talons. Sinon, sur les autres sorties, j'ai pas mis de talons. Et il y a une sortie que j'ai pas faite. J'en pouvais plus. Et à chaque fois que je faisais une sortie et que je reviens, non, mais il faut voir les candidates. Oh, congratulations! Oh, we're so proud of... Je sais une seule chose. Les filles, là, elles vont jamais oublier Guinée. Non, jamais. Ah là, ça, c'est impressionnant. Ils vont jamais oublier. Et moi, ce qui m'écœurait, c'est que pendant ce temps-là, quand tu pars sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de critiquer. Mais c'est quoi ce regard, Miss? Mais ta coiffure là est comment? Mais ta chaussure est comment? Mais ta robe est comment? Mais comment tu es en train de marcher derrière? Mais comment tu marches là, la Miss? Alors que de l'autre côté, il y a tout un public qui est en train de t'acclamer, de te féliciter. Oh, bravo, comme pour dire que, en fait, ici, là, on ne valorise pas vraiment, on a du potentiel, c'est pas que humain, mais c'est comme ça. On a coutume de pas apprécier ce qu'on a ici. C'est que les autres qui nous reconnaissent entre nous. Justement, en parlant de ce changement-là, et qu'est-ce que vous avez remarqué dans l'organisation qui diffère la Guinée des autres pays? Oui, l'organisation des événements, comme à Miss Global, par exemple. Qu'est-ce que vous avez remarqué de différent? Mais qu'est-ce qu'on fait en Guinée qu'on ne fait pas au Vietnam, au Cambodge, à Miss Global? Dans l'organisation. Oui, dans l'organisation et tout. Ou qu'est-ce que ils font là-bas qui ne se fait pas ici? Je pense que les organisations de Miss, c'est vrai qu'il y a des critères vraiment internationaux, enfin des critères communs à tout le monde, mais chaque pays essaie d'adapter ses compétitions. C'est ça. À ses cultures et à ses traditions. Donc, en fait, à un moment, ça va être difficile de dire ce que telle chose, enfin, telle organisation fait que telle autre ne fait pas, parce que chacune fait ce qui reflète l'image de son pays. Par exemple, à Miss Global, on a défilé en bikini. Sur toutes les scènes, c'était un bikini. Mais ici, ça fait choquant. C'est vrai qu'on a eu des scènes tenues de plage, mais c'est vraiment pas de façon osée comme avec Miss Global. Là-bas, par exemple, vous savez, l'Asie, c'est quand même le foyer de la mode. Donc, tout ce qui est d'ailleurs, l'initiation à la mode, aux démarches, les catwalks et tout ça, des bas âges, ils commencent déjà à les initier à ça. Donc, avec Miss Global, par exemple, on avait tout le temps des défilés de mode. Donc, il y avait des stylistes qui venaient, qui nous remettaient des tenues, et nous, on défilait dans leurs tenues. Après, ils faisaient des shootings photos qu'ils utilisaient pour leur portfolio, par exemple. Avec Miss Guinée, bien sûr, on le fait, mais ce n'était pas de façon très accrue comme avec eux. Mais presque c'est la même chose. Après, vous avez des shootings photos, pareil. Après, vous faites des promotions des partenaires, des campagnes, des marques. Après, vous faites des immersions, vous faites de la visite touristique, vous faites des découvertes culinaires. Ça s'inscrit, c'est presque pareil, on va dire.
Donc, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous avons sur ce plateau Madame Aïssatou Diouma Diallo. Très bavarde. Hein? Mais ouais, et c'est ce qu'on aime déjà. Cap sur la deuxième partie de cette rubrique, le confessionnal, tout à l'heure après le générique. Donc, on le disait, Madame Aïssatou Diouma, tout à l'heure, que nous allons aller avec le confessionnal, mais avec des questions plus propres à vous. Donc, la première question déjà. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis très gentille sur mon plateau. Ouais, et puis je sais mettre à l'aise mes invités. Ah. Alors, est-ce que être Miss, c'est votre rêve d'enfant? Non. 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 Je sais pas si vous avez besoin de détails ou pas, mais non. Non. Pas forcément. Ça n'a, Jamais. petite, je ne me suis jamais vue Miss. Et ça vous a trouvé en cours de chemin. Ouais. Parce que moi, je pense que j'étais plus endoctrinée par la société. Moi, je me voyais pas Miss. Déjà, j'ai toujours été forte physiquement. Moi, je suis pas skinny façon. Non. Puis on me dit, je suis très brutale, je n'ai aucune douceur. Donc, les Miss, c'est, ouais. Tu vois, le flow, le manière à la... Les Cendrella. Ouais, bon, je ne me voyais pas comme ça, vraiment. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre. D'accord. Parce que j'avais des rôles que je devais assumer. C'est venu après. Mais ça n'a pas été un rêve d'enfant, ça. C'est ça. C'est quoi votre plus grande peur? Hey! Ouais. Il faut que je réfléchisse. Parce que moi, j'ai rarement peur, hein. On a le temps. À part la peur du noir. Ça, c'est votre phobie. Vous avez peur du noir. Ouais. Mais moi, je pense que ce qui me fait surtout peur dans tout ce que je fais, c'est vrai que je ne l'avoue pas souvent, mais c'est la peur de me contredire. Parce qu'en fait, j'ai assez de passions qui ne sont pas forcément liées. Et moi, c'est vrai qu'il y a une passion commune qui est derrière, mais parfois je me retrouve dans des situations où je fais des choses qui sont complètement contradictoires. Et parfois, j'ai peur que ça joue sur moi, que ça joue sur l'image que je renvoie. J'ai surtout peur de comment les gens interprètent ça, parce que moi, ce que je fais après, c'est pour impacter. Mais surtout, comment j'impacte. D'accord. Je pense que c'est surtout ça, la peur de la contradiction. C'est vrai que tu peux faire tout ce que tu as l'occasion de faire qui colle avec tes ambitions, mais il est important de garder la ligne pour ne pas se perdre. Parce que tu peux pas être à gauche et à droite et être à droite en même temps. C'est que tu n'es nulle part, en fait. C'est ça. Alors, vous avez parlé de votre phobie tout à l'heure, vous avez peur du noir. J'ai peur du noir. Trop. Vous dormez avec la lampe allumée. Ou soit éteinte avec une petite veilleuse. Voilà. Il y a toujours une petite, même si c'est la rallonge que j'allume là, il y a toujours une petite, même si c'est l'ampoule des toilettes j'allume, il y a toujours une petite lumière qui doit entrer. Super. 3 de vos qualités, je vais vous épargner aujourd'hui. 2 de vos défauts. Au lieu de faire 3 qualités, 2 défauts. Parler de ses qualités, c'est pas faire son propre atalaku. Il faut faire. Faut faire même. Parce que si tu te soulèves pas, qui va te soulever? Ça, c'est mon mindset. Je suis pas humble, hein. Bon, c'est un défaut, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, parce que je suis dans le même cadre, donc je dirais pas du tout. Moi, j'ai fait le droit. Et quand tu rentres en fac de droit, on te dit, bienvenue en fac de droit. Ici, l'humilité s'arrête. Tu ne peux pas être juriste et humble. Non, du tout. Du tout. Je pense que ma plus grosse qualité, qui est facile à remarquer, en tout cas, je le dis parce que je fais tout le temps de l'introspection et moi, je suis comme ça. Je pose souvent des questions depuis que j'ai pris des rôles de personnalité publique. Donc, ça m'arrive tout le temps de questionner mes proches sur comment ils me perçoivent, sur ce qu'ils entendent de moi. Et en fait, il y a des choses qui reviennent très rapidement. C'est que moi, en fait, je suis honnête. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, avec moi, en fait, il y a pas de demi-mesure. Donc, c'est à la fois un avantage et un défaut. C'est-à-dire que j'ai du mal à aller, j'ai du mal à doser. Oui, à doser. J'ai du mal à doser. Parfois, j'ai tendance à aller un peu trop loin. Quand on est bon, laisse tomber. On est bon. Je suis aveugle, c'est rien. Je suis dans quelque chose, c'est ça, à fond, c'est ça. Je suis pas dedans aussi. Donc, ça vient, l'entêtement, on dit que je suis têtue. Forcément. Mais c'est parce que, en fait, avec moi, il y a rien de gris, en fait. Ou c'est noir, ou c'est blanc. Et la troisième, je sais pas si vraiment c'est une qualité, mais moi, en fait, je suis très empathique.
Je sais pas Bien comment je sûr fais. que l'empathie est une qualité. Mais après, pour moi, quelque part, c'est un poids. C'est naturel. C'est un poids. Oui, c'est difficile à C'est vivre. difficile. Tu es là, tu stresses pour les gens, tu pour les stresses gens, pour toi-même. justement. Comment ça? Tu regardes quelqu'un, tu lui demandes ça va, la personne te dit ça va. Mais tu sais que ça va pas. Ça va pas. Comme ça, tu sais même pas pourquoi. Et tu as envie de savoir pourquoi la personne. Oui, parfois ouais, justement. ça passe pour de l'intrusion, Oui. parfois c'est pas. Mais enfin, c'est comme ça. Mais je pense que ça, c'est surtout cette qualité-là qui me permet de rester dans l'humanitaire. C'est ça, C'est l'empathie. surtout. Deux de vos défauts. Ah, 2 défauts. Ouais. Mon plus gros défaut, c'est que je suis vraiment très, très possessive. Ouh. Je tiens trop à ce qui m'appartient. Ah, excusez-moi. Mhm. Tout ce qui est mon ou ma, mais Mhm. laisse tomber, on touche pas. On ne touche pas. On touche pas, on prête même pas. Mhm. Et parfois, ça paraît égoïste même. Un peu. Oui, par endroit. Ouais. Par endroit, c'est égocentrique. Oui. Et ça dépend de la personne qui voit. Hein. Ouais, ça, voilà. C'est Ouais. surtout ça. Ça dépend de la personne qui voit. Mhm. Mon deuxième défaut, c'est quoi? C'est difficile de trouver ces défauts, et moi, je suis parfaite. Ouh. La Miss parfaite. Mon, non, Ouais, pardon, faut pas gâter mon nom. Ouh. Mon deuxième défaut, c'est que je suis bipolaire. Ouais. Moi, à 10h pile, à 10h05, 5. À 10 heures. à 10h15, En fait, chaque moment, vous ressentez une humeur différente que... les gens disent Ouais. que je change d'humeur sans raison. Mais en fait, moi, je sais que c'est pas sans raison. C'est juste que je sens trop je suis hypersensible, en fait. Je Justement. sens tout ce qui est autour de moi. Ça Mhm. fait, j'ai du mal à le cacher tout le temps. Mhm. Donc, les gens ne comprennent pas parce que justement, moi, je n'ai pas le temps d'expliquer à chaque fois À pourquoi chaque je fois, souris. pourquoi, oui. À chaque fois, pourquoi je suis triste, c'est ma vie, vous me prenez comme ça. Voilà. Et chacun a ses défauts. C'est pour moi. C'est ça. Donc, on a vu 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. Super. Quels sont les regards des gens sur vous? Moi, en tant Oui. que personne ou moi, en tant que personne atteinte d'albinisme? Parce que c'est différent. En tant que personne. Ben, En tant que personne, surtout après votre nomination à Miss Guinée, et puis après au concours Miss Global, qu'est-ce que les gens voient de vous? Qu'est-ce que les gens perçoivent de vous? moi, je pense qu'ils voient exactement ce que j'ai envie qu'ils voient. Une D'accord. jeune fille qui veut dire au monde que oui, je suis là, j'existe et je mérite de prendre ma place. J'ai une voix et je veux que vous m'écoutez. Et voilà. Super. Qui est Aïssatou Djoumo Diallo Hi. derrière sa casquette de Miss? Derrière ma casquette de Miss. Oui, quand on vous retrouve à la maison, qui vous êtes réellement? Hey. Ah, À la maison, je suis la fille qui ne travaille pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un de ma famille qui me suit, mhm. mais moi, en fait, je suis la dernière fille de ma mère. Ouh, Bolokada. Je suis la seule albinos de la famille. Oui, bien sûr, on doit prendre soin de vous. Même tout le monde me connaît, même dans le monde. Oh, c'est compliqué d'être une star. Ouais. Mais au village là-bas, tout le monde me connaît, mais je connais personne parce que Mhm. malheureusement, je suis même pas physionomiste. Je suis même pas capable d'être, Justement. je suis même pas capable d'être, on dit que, Et peut-être on aura mis ça dans vos défauts, hein. oui, on me dit ça. Bien sûr. On me dit ça tout le temps dans ma famille. Ouais. Oh, même ma mère me dit ça. On lui dit, ah, toi, ta fille, là, Miri Boté là-bas, ben trop. Mhm. Mais, écoutez, excusez-moi, hein, c'est pas de ma faute. C'est, être une star, c'est un rôle difficile à assumer, donc, Bien je fais de sûr, mon mieux. hein, elle le disait tout à l'heure qu'elle n'était pas humble. Voici un cas. Je fais de mon mieux, quoi. Ah oui. Ah non, c'est pas facile de me C'est pas supporter dans le facile du quotidien. tout. Non, ça va pas. Alors, quels sont vos liens avec votre famille sur une échelle de 1 à 10? Proche, ou plus intime? Ça dépend de la personne. D'accord. Il y a des gens dont je suis super proche. Il y a d'autres là, oh. La fois, j'oublie mes missions de la Il famille. y a l'autre même bonjour, c'est bon. Hein. Certains, j'oublie, ils sont de la famille. Je les Ouais. connais même pas. Ça Alors, dépend. on parle de votre petite famille restreinte, maman, papa, frère, sœur. Est-ce que ça, c'est restreint? Parce que moi, déjà, je suis dans une fratrie de 9. On appelle ça restreint. Oui, c'est restreint. Ah, c'est Du restreint. moment où il n'y a pas cousin, cousine, tante dans la Même maison. là-bas, là, ça dépend. Ça Il dépend y a des aussi. sœurs avec qui je m'entends plus qu'avec d'autres. Dans D'accord. d'autres, là, c'est chien et chat. Parce qu'on a le même comportement. Elle aussi, elle se croit trop star. Justement, 2 personnes qui ont le même comportement ne se supportent pas. Jamais. C'est ça. Quelle est la personne qui vous inspire le plus dans votre famille? Dans ma famille.
Je pense que je ne le pense pas, c'est ma mère. Ma mère, elle m'inspire. Ma mère, c'est mon repère, dans tous les sens. Je me réfère d'elle pour ne pas faire des erreurs. Je me réfère d'elle pour construire ce qu'elle a construit. D'accord. Je me réfère d'elle. Enfin, je prie Dieu d'avoir la chance qu'elle a eue d'avoir une fille comme moi, quoi. Moi, si je veux avoir une fille qui est comme moi. C'est ça. Ma mère est très chanceuse. Très, très. Super, alors. On va bien se marrer sur ce plateau aujourd'hui. Dites-moi, c'est quoi votre plat préféré? Faut pas que je dise ça. Quelqu'un va mettre Nyami Diolo dedans pour aller m'envoyer un cadeau. Parce que ça, là, je peux pas résister. Non, forcément, ceux qui viennent un cadeau, là, vous n'allez pas manger. Hey. Même si tu m'amènes c'est quoi le restaurant le plus, c'est le Radisson Blu, hein. Radisson c'est là-bas Blu. que je cherche. Où tu vois, ta vie dans le menu. Même si tu vas là-bas, là. Oui. Le plat, là, seulement, il faut que je le prenne. En fait, il peut rivaliser devant rien. Rien du tout. Bon. En fait, ils sont deux. Il y a un qui est guinéen et un autre qui est ivoirien. D'accord. Ceux qui est ivoirien, déjà, on a une idée, non? C'est Téké, hein, ou bien Garba. Garba avec ton. C'est Garba qui me gonfle. Et celui guinéen? Qu'est-ce que je vais dire? C'est Tadé. Tadé, Bourari. Oui, Tadé. Sauce feuille manioc. Wow. Je sais pas qui a inventé la sauce là, mais lui, il n'a pas sa place en enfer. C'est fifiou. C'est quoi votre talent caché du public? Mon talent caché? Oui. Si je dis je sais danser, ils vont dire j'ai mens. Parce qu'ils ont envie de danser. Pourtant, je sais pas danser. Je crois que c'est l'écriture. Ok. Ouais, j'écris. Et les quelques personnes qui me lisent disent que j'ai une belle plume. On me propose même de rassembler mes écrits pour en faire un livre. Mais je réfléchis. Je ne me vois pas trop. C'est pas une mauvaise idée, hein. Moi, là, je suis partout. C'est compliqué. Si vous devez m'amener en littérature encore, ça va être autre chose. Non, pas forcément en littérature, parce que ceux qui écrivent ne sont pas forcément littéraires. D'accord. Ça sera pas une mauvaise idée. Ouais, sympa. Du mot auteur. Quel est votre pays de rêve? Pays de rêve? Hey, moi, j'avais pays de rêve jusqu'avant que je ne commence à voyager. Moi, depuis que j'ai commencé à voyager, là, je ne rêve pas de vivre quelque part. Je sais que j'adore voyager. Ouais. En fait, moi, quand je commence à stresser, que j'ai des problèmes, le seul moyen pour que j'aille bien, c'est voyager. Mais franchement, je ne me vois pas vivre ailleurs pendant longtemps. Oui. Quand ça part, peut-être 1 mois, 2 mois, ça va. Peut-être je peux fermer les yeux parce qu'on n'a pas le choix, niveau études, formation et tout ça, je peux fermer les yeux, faire ça. Mais je me vois pas rester longtemps loin de la Guinée. Donc avant, j'avais des pays de rêve où je voulais partir soit pour du tourisme, soit par curiosité, soit pour la formation. Mais depuis, je suis partie, j'ai même eu à partir dans certains pays, dans certains de ces pays de rêve là, j'ai vu. C'est de ça que je rêvais. Non, c'est bon. C'est bon. Non, ça va. Ouais. Là où tu as l'opportunité de partir là, tu vas partir. Que ce soit pour travailler ou comme ci, comme ça. Sinon, à part ça, là, ma chérie, il faut rester chez toi. C'est chez toi, tu es bien. Une avant-dernière question, dans ce confessionnal-là. Avec une somme de 200 millions, que feriez-vous? J'ouvrirai ma 2e parapharmacie. D'accord. Direct. Sans réfléchir. C'est ça. La chaîne, quoi. Bien sûr. Avez-vous été totalement sincère avec nous dans ce confessionnal? Si je n'ai pas été sincère, vous avez une façon de le vérifier. De toute façon, j'ai vérifié votre parcours là. Je vais aller vérifier tout. Je vais marcher même pour vérifier. Il y a des détails qu'on ne trouve pas sur Internet. Non, pas que sur Internet. Je vais marcher pour aller chercher. Moi, ma famille est très cachée. C'est pas grave, je vais chercher. Vous connaissez FBI? FBI à Guinée. Ouais, c'est à moi. cause de moi. Je suis honorée. Je serais honorée que le FBI fasse des recherches sur moi. Humilité, alors. On en parlait tout à l'heure. Très chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous avons sur ce plateau la 2e dauphine Miss Guinée 2023, Aïssatou Djoumo Diallo. Nous allons entamer la phase finale de cette rubrique tout à l'heure après le générique. Donc,
nous sommes dans la phase finale de ce grand entretien. Madame Aïssatou Djoumo Diallo, j'ai juste 2 questions à vous poser ici Encore pour des ne pas questions. faire trop, hein. D'accord. Alors, que pensez-vous de cette citation qui dit « Ce n'est pas la couronne qui fait la reine, mais ce qu'elle en fait. » Ça, ce n'est même pas une citation. Et je trouve que c'est une phrase. Une phrase comme quand tu dis « Bonjour, vous allez bien, ça va, merci ». Très simple, très limpide. Il y a même pas Tellement que c'est limpide. il y a même pas de message derrière. Non, si, il y a un message. C'est littéralement ça. En fait, c'est même pas codé. C'est pas, exactement, c'est pas codé. C'est pas codé, C'est c'est pas pas un codé du secret. tout. Tu peux être une miss Ouais. à la fin, je veux dire, celle qui gagne, celle qui finit première à la Ouais. fin de la compétition, tu as ta couronne. Après la fin de la compétition, tu disparais. Tu fais rien du tout. Tu Justement. prends ta couronne, tu la classes dans un placard là-bas. C'est ton Mhm. patrimoine familial. Tu as réussi, c'est fini. On t'oublie et c'est tout. Après, à la fin de ton mandat, il y aura une autre miss qui va venir. Ouais. Et peut-être que elle sera différente de toi. Ben voilà. Ou alors, tu prends ta couronne. Non, je dis tu prends ta couronne, pas forcément tu la portes. Oui. Mais en tout cas, tu utilises ton titre Ouais. pour faire ce qui te passionne. Tu utilises ton titre pour te construire. Tu utilises ton titre pour impacter C'est les ça. autres, pour changer quelque chose. Enfin, tu as le choix, quoi. Mais en fait, c'est quelque chose que l'on ne Mhm. va pas t'apprendre. Ça dépend vraiment de qui tu es et de quoi, de c'est quoi tes ambitions. Et Mhm. généralement, tous les critères qu'on établit pour les concours de beauté, là, Ouais. les présélections, machin, c'est pour trouver la miss qui sache utiliser sa couronne. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. La candidate en question, elle peut tout maquiller. Donner l'impression d'être celle qui va utiliser la couronne et juste Justement. après, elle fait autre chose. Mais si c'est le Et cas, on profiter attend du privilège qu'il y a derrière tout ça, sans pour des autant, des avantages des personnels. avantages, oui. Ouais, des avantages, des avantages personnels, des prix Mhm. pour s'occuper de sa tête, et de sa famille. Mhm. Bon, après, la vie, c'est une question d'objectif, quoi. Bien sûr. Ouais, de c'est pour ça vision. que je disais tout à l'heure, Ouais. Miss, première, deuxième dauphine, c'est que des titres. Ça dépend vraiment de ce que tu en fais. Ouais. Tu peux être une première dauphine et que tu t'imposes, tu fais plus d'activités qu'une Miss, vice versa. C'est ça. C'est vraiment que, Comme on le disait, il faut juste savoir utiliser. Une dernière question. Quel message souhaiterez-vous adresser aux jeunes filles guinéennes qui rêvent de participer au concours? Que ce soit Miss Guinée, Miss Temps. ouais, ok. Mhm. Moi, j'aimerais d'abord les encourager, D'accord. en général, à suivre leur rêve. C'est une Mhm. chose bien, parce que dans tout ce que tu fais, il faut que tu aies du cœur dedans. Donc, si leur passion, c'est les concours de beauté, parce que j'en connais plein, il y a beaucoup de filles qui me contactent comme ça. Moi, j'en ai même connu une qui me dit, c'est à cause de toi, j'ai rêvé d'être Miss. Ça me touche. ça... Non, je dis ça, c'est la vérité. Oui, C'est bien pas sûr, pour me bien vanter. sûr, bien sûr. Parce que vous Ouais. êtes quand même un modèle de réussite pour certains. Moi, c'est ce que je Bien comprends sûr. même pas, parce que je me dis, moi qui n'ai jamais rêvé d'être Miss, et puis tu m'as vu, je suis pas skinny. On dit, je marche pas bien, et puis toi, tu veux être Miss à cause de moi. Il dit oui, parce que cela prouve d'ailleurs que on a une autre définition de la Miss. Justement. L'image vulgaire qu'on attribue à la Miss commence à changer. Et c'est justement, d'ailleurs, l'une des choses que ces filles-là doivent comprendre. Mhm. Elles doivent savoir qu'elles ont toutes quelque chose de particulier en elles, Ouais. qu'elles doivent exploiter et mettre au profit de tout le monde. Il y a C'est quelque ça. chose de spécial en elles dont dont l'industrie de la beauté a besoin. Donc, il faut pas hésiter, les filles, à partager. Montrez-nous qui vous êtes. Montrez-nous les femmes exceptionnelles que vous êtes. Montrez-nous que vous êtes capable de changer quelque chose, que vous êtes forte, que le monde de la beauté ne se définit pas à la vulgarité. Justement. Mais voilà. Et vous parlez de vulgarité tout à l'heure, là, pendant le concours Miss Guinée, on dit, elles sont pas en bikini. Il y a d'autres qui disaient, bon, il faut qu'elles soient en bikini. Oui. Franchement, nos valeurs Ça ne nous colle permettent pas, pas de mettre un... Moi, je me rappelle lumière même ces que lorsqu'on choses, ouais. répétait et tout ça, quand on nous prenait nos mesures, Mhm. quand on faisait des chorégraphies, D'accord. notre metteur en scène nous disait, les filles, parce que d'habitude, on a le I, Oui. on a le T, et on a les chorégraphies où on dansait. Mhm. Et du coup, quand on est sorti pour les tenues de vérité, on a fait un I. Donc, le chemin le plus rapide, comme ça, Mhm. comme ça. Et Comme puis, ça, ouais. il nous dit, les filles, vous marchez vite. C'est pour ça qu'ils nous ont mis une musique de rap. Marchez super vite, vous n'êtes pas habillés et vous n'êtes pas censés durer sur scène. Donc, en fait, même les pagnes qu'on avait là, Ouais. c'est pour la forme. C'était juste que, ouais, parce que c'est un critère traditionnel des concours de beauté. Il faut le faire. Sinon, Il même faut ça, le là, faire. on n'allait pas faire. Et ils nous demandaient carrément, ne durez pas sur scène, les filles, vous n'êtes pas habillées. Rapidement. Carrément. Ouais.
Donc c'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de vendre, c'est vrai, c'est de montrer l'image de la femme, mais c'est pas que physique et c'est pas plus physique d'ailleurs. C'est ça. Alors, nous avons fini donc avec cette rubrique, le grand entretien avec notre invité du jour,